Point de départ de ce voyage au Québec, Montréal. Avec à peine 4 siècles d'histoire, mais déjà près de 3 millions d'habitants, cette mégapole est aujourd'hui l'une des principales places financières, industrielles et commerciales de l'Amérique du Nord. Dès 1624, une importante colonie française s'établit ici. Des pionniers qui ont tous débarqué par le Saint-Laurent, l'artère principale du Canada. De nos jours, plus de la moitié des Québécois vivent en bordure du fleuve. Le Québec, grand comme 3 fois la France, compte pourtant près de 10 fois moins d'habitants. 7 millions de Québécois qui représentent environ un quart de la population canadienne. L'objectif de ce voyage est de descendre le Saint-Laurent jusqu'à la mystérieuse île d'Anticosti, en faisant toutefois un crochet par l'intérieur des terres. C'est en 1534 que le Malouin Jacques Cartier plante sa croix à Gaspé au nom de François Ier sur un territoire occupé jusque-là par les Inuits et les Amérindiens. En 1763, le Québec tombe dans le giron britannique. Coincé entre les deux cultures, il est aujourd'hui l'une des 10 provinces du Canada. En 1995, une très courte majorité de Québécois dit non à l'indépendance. Direction Canamouche, à 160 km au nord de Montréal. Jean-Marc m'emmène dans un drôle d'engin conçu pour explorer des territoires impraticables autrement en hiver. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule, Jean-Marc? C'est une autoneige de 1947 qui a été inventée par Joseph Armand Bombardier. Ah, le célèbre Monsieur Bombardier. Le célèbre Monsieur Bombardier, effectivement. Et ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle un snowmobile en anglais. Ouais. une autoneige en français. Ah ouais. Combien vous pouvez mettre de monde là-dedans? En principe, c'est un B12, mais j'ai enlevé 2 sièges ici, vu que j'ai des bras assez larges. Il y a des dentiers qui claquaient de temps en temps dans les manœuvres. Et c'est tout en bois? C'est tout en bois, la carrosserie est en bois, effectivement. Le moteur est un 6 cylindres Chrysler de donc 1947, le modèle, avec le moteur d'origine. Et la vitesse de pointe? La vitesse de pointe, dans le catalogue, était donnée à 75 km/h. Oui, mais enfin maintenant, il vaut mieux l'économiser. On l'économise plutôt, c'est une pièce de collection et grand-mère. On s'amuse avec plutôt. Très bien. On dirait une 2 chevaux un peu. Hein. Une grosse 2 chevaux. Allez, salut! Et merci! L'autoneige et la motoneige me permettront de découvrir des coins très retirés du Québec. J'ai rendez-vous avec mes 2 guides, 2 vrais professionnels du terrain. Bonjour! Bonjour! Bienvenue! Merci. Ça va bien? Ah bah il fait meilleur ici, hein. J'ai rendez-vous avec Michel et André, je suppose que ça doit être vous? Ouais, c'est ça? nous. Ah On bah m'appelle bonjour. Choumi d'ailleurs. Choumi? Hein, ça va être Enchanté. plus simple. Bah Alexandre, alors. C'est ça. Ça fait On ça, l'attendrait. Bah je suis arrivé, ouais. Je croyais que c'était un peu un gag parce qu'on avait une idée de ton projet là, l'histoire de remonter le Saint-Laurent. Ah bon? Ouais, Vous on a pensez trouvé que ça un c'est... peu fou. Ah, vous pensez que c'est pas du sérieux? Ah, il faut voir. Bah vous êtes les hommes de la situation, hein. On va essayer. Bien, bah Tu veux peut-être déjà un petit café? Ah je veux bien me réchauffer, ouais, ce serait sympa. Bonjour, je vais même pas dire bonjour. Bonjour. Alexandre. Léonore. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte, bonjour Léonore. Mon petit café, pas trop fort, hein. Bah, t'as pas l'air d'avoir trop l'accent québécois, Choumi. Ah, je suis d'origine française. Ah bon? Ça fait 13 ans que je suis ici, mais je suis d'origine parisienne. Ah, Paris, je me disais aussi. Et André? Non, moi par contre, Lui, c'est un vrai Québécois. Un vrai Québécois. Un vrai de vrai. Eh ben me voilà avec une très bonne équipe. On va souhaiter. Bon, bah, c'est très bien. Afin de rejoindre les côtes du Saint-Laurent, à près de 500 km d'ici, la randonnée prendra sans doute plusieurs jours. Alors, comment ça marche? Écoute, c'est très simple. Hein. C'est un maniement des plus faciles. Tu as à gauche un frein, à droite une cachette d'accélération. Pour ta sécurité, tu as 2 coupes-circuits. L'un ici, c'est-à-dire que si tu donnes un coup violent, le moteur s'arrête, et un autre que tu t'accroches à ta ceinture. Et si tu tombes, ce que je ne te souhaite pas, ça se décroche. Ah d'accord. Tu es un spécialiste du jet, Oui. donc tu connais. Bien. Bon, et pour tourner alors? Alors écoute, pour les virages, ce qui est quand même le plus délicat, Oui. on va en reparler au niveau de la sécurité. La règle d'or, c'est de se déplacer le poids du corps du côté du virage. C'est-à-dire virage à gauche, tu déportes le poids de ton corps sur la gauche, petit coup de gaz, éventuellement un coup de frein avant de rentrer dans le virage. Et puis le grand conseil, c'est s'il y a des bosses, et il y en a malheureusement, tu te lèves quand la moto saute. Et ça permet d'amortir. Exactement. Et de pas tout prendre dans le dos. Voilà, ça c'est la chose bien importante. Parce qu'on a quand même de la route à faire. Bon, on y va? Allez, c'est parti.
I'm a gypsy man, on a one-night stand, not fit to be loved. I'm with a gypsy band, just traveling the land. They'll be leaving, I will leave them too. Things like love don't tie me down, I just spread my love around. Like small chain of girls I don't know. I'm a gypsy man, only one night stand. Wanna have some fun before I have to go. La motoneige, très populaire au Québec, peut se pratiquer sur plus de 30 000 km de sentiers balisés. Plus qu'un sport ou un passe-temps, c'est aussi souvent le seul moyen d'approvisionner en hiver certains coins retirés. La motoneige permet notamment d'acheminer le bois de chauffage. Première rencontre, Yvon Laplante, le musher, autrement dit le conducteur de traîneau. Tout au long de l'année, Yvon organise des excursions. Oh mon Yvon, qu'est-ce que tu fais dans le bus? Je m'en vais à ma tante. Tu restes sous ta tente? Là, je te présente mon ami Alexandre, que j'essaye de guider dans la province. Salut Yvon. Et André. Salut Yvon. Allez André. Et tu vas où là? Je m'en vais au lac Clair à ma tante. Je fais du repérage, je me promène dans la région. Je m'en vais coucher là cette nuit. Sous la tente? Ouais. Dans la neige? Ouais. Oh, ça va être génial ça. Ah, ça, c'est le vrai Québec. Ah ouais? Mais c'est possible de le faire, hein, on pourrait venir et passer la nuit sous la tente chez toi? Si vous voulez, moi. Il y a de la place? Ouais. Je suis mieux canadien, il sait où ce que c'est et tout. Bon. Et on pourrait, tu peux nous inviter chez toi, il n'y a pas de problème? Ouais, pas de problème. Dans le bois au Québec, on est toujours les bienvenus. Plus qu'on est dans une tente, plus qu'il fait chaud. Ouais, mais alors, attends, il y a un problème parce qu'il faut qu'on aille ravitailler avec André. Alors, on va aller avec André là, au lac du repos. Ouais. Puis nous, après, on reviendra. Ça nous fait quand même un bon bout. Mais On va arriver vers quelle heure? on est là pour faire de la motoneige. On arrive ce soir? On va essayer. En motoneige, tu sais jamais à quelle heure tu arrives. Bah, tu nous attends pour. Moi, je vous attends. On essaie d'arriver pour dîner alors. Ouais, c'est bon. Ok, on y va alors. Merci. Attention à toi. Attention à vous autres au ravitaillement. Objectif, la pourvoirie de Zana. Il nous reste encore une bonne cinquantaine de kilomètres à parcourir. Les moteurs s'emballent, les chenilles mordent la neige, projetant derrière elles des éclats de glace. Sensation d'ivresse et de liberté. Seules les fréquences slalom imposées entre les bouleaux et les conifères ramènent à la raison. Nous arrivons ici dans la pourvoirie d'Ozana, fondée par Michel Bélan. Le Québec compte plus de 600 pourvoiries de ce type. Également appelés les hôtels de la forêt, ce sont de vastes domaines privés offrant chalets, restaurants et facilités de transport, mais ils permettent surtout de pratiquer la chasse et la pêche. Michel et son fils ont bâti la réputation d'Ozana autour de la pêche blanche, autrement dit la pêche sous la glace. Une technique héritée des Amérindiens et des Inuits. Et on est où ici alors, Michel? Au lac à l'ours. Au lac à l'ours. Il est où l'ours? Et hiberne, durant l'hiver, les ours sont en hibernement. On ne les voit pas. On a seulement baptisé le nom du lac, le lac à l'ours, mais pas d'ours, sans ours. Ça m'arrange finalement. Bon, sinon, alors là, c'est là qu'on pêche. Ouais, ici, on fait la pêche blanche. Actuellement, à cette période-ci, il y a 1 mètre de glace, puis on pêche la toute mouchetée. Voilà, on peut passer en toute tranquillité sur les lacs en ce moment. Ah oui, 1 mètre de glace, là, on est tranquille. Ouais. Ouais. Et je peux voir le genre d'hameçon que tu veux au bout? Non, je ne voudrais pas faire des nœuds dans la... C'est quoi là? Tu as pas à quoi là? Soit avec des crevettes ou avec des vers de terre. À ce temps-ci, on utilise des crevettes ou des pétanques. Ah, d'accord. Le deuxième, il était... C'est parce que le poisson l'a mangé puis est parti. Ah, c'est des malins, hein. Ils te connaissent. Mais la pêche est pratiquée plus comme un sport ou vraiment pour se nourrir? Non, c'est plus comme un sport. Aujourd'hui, de pêcher pour se nourrir, c'est de plus en plus rare. On pêche plus
pour le sport. Et là, il n'y a rien là, qui mord? À quoi tu sais qu'une poisson a mordu? C'est que la brimballe, par le poids du poisson, la brimballe... C'est ça, la brimballe? C'est ça, c'est Comme un levier, quoi. oui, un genre de petit levier. Oui. Tu la poses là, et puis... Ah bah oui, et si ça bouge, tu sais que ça mord. Oui. Comme ça, tu peux rester tranquillement au chalet, en train de déguster ton sirop d'érable, et tu descends uniquement quand ça mord. Oui. Et les animaux pêchent aussi l'été? Bon, il y a de la loutre, c'est un lac qui est fréquenté beaucoup par les loutres. La loutre, c'est un gros consommateur de poissons. Ça a mordu. Ouais, Ça a mordu, hein? Ouais, t'as vu, il a plongé. Oui, oui. Ça a mordu en arrivant au fond. Là. Pour moi, la pauvre a disparu. Ah, c'est une timide. Elle ne veut pas passer à la télé. Oui. Michel, dans l'esprit des pionniers, entretient ici également la tradition de trappeur. Les peaux et les fourrures ont fait, jadis, la richesse du Québec à l'époque où l'on parlait encore de Nouvelle-France. C'est quoi ce camp, Michel? Ça, c'est un relais de trappeur. C'est ici qu'on, le midi, dans notre tournée de trappeur, c'est ici qu'on arrête pour manger. Puis on peut à l'occasion s'en servir pour dormir quand c'est dans des places plus éloignées. Ces peaux, c'est les peaux de quoi, ça? Ça, c'est une peau d'honneur. Ça, ici, c'est de la peau des loutres, de la marque. Ici, c'est la loutre. Ça, c'est une loutre. C'est en fin de compte la bête qu'on prélève le plus. Ici, en région, on a des plans de gestion pour mieux contrôler, en fin de compte, la quantité qu'on prend. Puis, étant donné qu'il y a beaucoup de lacs à truites, il y a beaucoup de loutres. On a beaucoup de loutres en région. Oui, c'est réglementé par le gouvernement, j'imagine. Oui, absolument. Ouais. On a une quantité à prélever chaque année. Puis ça, pour nous, en France, tu vois, de voir ça, c'est assez choquant, en fait, parce que c'est des petites bêtes qu'on trouve très mignonnes. Mais ici, c'est vrai que ça prolifère et que ce serait un danger pour l'écosystème s'il y en avait trop, c'est ça? Bon, si on regarde le trappage depuis des centaines d'années, ici, c'est trappé en région. Puis on peut constater, après presque 50 ans ici en Pourvoirie, qu'on a encore le même volume à chaque année qui est pris. Et dans les autres régions, on trappe quoi? Bien, dans des régions un peu plus éloignées, on a le loup. On a le loup, le coyote, puis le lynx. Les trois animaux, c'est des animaux qui se tiennent plus au nord, puis plus dans des endroits plus sauvages. Bah, merci pour la visite. Hein. Il est temps de se remettre en piste. Yvon, le musher, nous a invités à souper puis à passer la nuit chez lui. Il va maintenant falloir trouver son campement avant que la nuit ne tombe. Arrivé au campement, c'est la surprise. Une véritable meute de chiens de traîneau est là pour nous accueillir. Dis donc, il y en a un paquet, hein? Il y en a 60 là, 50-60 là. Salut les pépères. Waouh! Ce sont les Inuits, ceux que l'on appelle souvent les Esquimaux, qui ont introduit l'usage du traîneau au Québec. Les Inuits arrivèrent de Sibérie il y a quelques 5000 ans par le détroit de Bering. Après avoir longuement séjourné en Alaska, ils se déplacèrent progressivement vers l'est, toujours en traîneau. Les mushers entretiennent cette tradition. Même si la motoneige est aujourd'hui bien plus souvent utilisée, le traîneau, plus pittoresque, ravit les touristes en balade dans la région. Depuis 6 ans, la course en traîneau est même devenue une discipline olympique. Ah bah tu es là mon Yvon. Salut Choumi. J'avais des doutes. Ah, bien été? Bah, écoute, pas pire. Ouais? Bonsoir Yvon. Salut. Alexandre, qu'on a croisé tout à On l'heure. s'est vu là. tout à l'heure, mais j'avais le casque. Hein. Ça a bien été, pas trop de misère. Pas Bon. trop, pas trop. La piste était bonne? Ah bah ça fait du bien d'arriver, hein. On a fait combien de bornes aujourd'hui? Un petit 200. Hein. Ah ouais, quand Ouais. même. Ouais, la motoneige c'est bien, mais ça fatigue un peu, hein, quand même. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que t'es musher, Yvon? Ça fait 27 ans. 27 ans, et ça t'est venu comment?
Oh, c'était un goût. Tu sais, j'ai lu Jack London quand j'étais jeune. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, on est tous abonnés aux mêmes histoires, hein, c'est vrai. Et alors, comment on devient musher? Parce qu'il y a 18 chiens maintenant, t'as commencé avec combien? C'est un peu une folie, tu sais. Tu t'arrêtes un chien, puis après tu t'arrêtes 2 chiens, puis tu trouves que tu n'en as pas assez, tu t'en arrêtes 3, tu t'en arrêtes 4. Puis un jour, tu te rends compte que des fois, tu en as 70 dans ta cour. Puis, Et ta femme, elle est d'accord? Oui. Elle aime les chiens aussi? Moi, j'ai jamais fait de traîneau. Ça te tente d'en faire demain? Ah si t'as rien de prévu, t'as du monde demain ou pas? Non. Moi, je me rends au lac des Pins Rouges. Je rejoins les mocheurs qui sont avec moi. Ouais, je connais pas en plus. C'est une distance de combien, le lac des Pins? Une quarantaine de kilomètres. En combien de temps on va faire ça? 4-5 heures. Même j'ai peut-être quelqu'un qui amènerait ta motoneige. Ah ouais, oui, parce que j'ai la moto. Et donc, quelqu'un de ta connaissance pourrait prendre la moto. Donc, ils vont au lac des Pins Rouges. Et nous, on y va en... Bon, ça ira moins vite, mais c'est pas grave, hein, on a le temps. Ouais. Ah ouais. On peut y aller au lac des Pins Rouges demain? De toute façon, on est dans le vrai pays, là, donc faut en profiter. Ah, génial, super, ça me le fait. Bon. Ça va être une première. Ça va être ouais. À la tienne. Comment on dit? Acaplouf? Acaplouf, si tu veux. Ouais. Acaplouf. Ouais. Je sais pas, on m'a dit que c'était comme ça. 6 heures du matin. Les chiens sont prêts à partir. Pas un ne traîne la patte. Il y a là des huskies de Sibérie, arrivés au Canada vers 1910 et reconnaissables à leurs yeux bleus. Ce sont les chiens les plus rapides dans la neige. Il y a aussi des malamutes d'Alaska. Moins rapides, mais plus puissants. On les surnomme les locomotives des neiges. Ils pèsent environ 50 kg et sont capables de transporter chacun jusqu'à 2,5 fois leur poids. Le malamute était, à la fin du 19e siècle, le chien préféré des chercheurs d'or. Ça fonctionne comment un attelage comme ça? Il y a une hiérarchie entre les chiens? Dans les chiens, pas beaucoup, mais dans l'ordre qui sont attelés, il y en a un. Si tu veux. Le chien de devant est normalement le plus fin, le plus vite si on veut. Les 2 chiens de derrière sont la vitesse du traîneau. Ouais. Et les chiens tout près du traîneau sont la force du traîneau. Ça attache ici, derrière. Dis donc, ils ont l'air très énervés là. Hein? Ah ouais, ils sont prêts là. Ah ouais, il a l'air très énervé. Je sais pas ce qu'ils prennent au petit déjeuner, mais je vais peut-être faire prendre la même chose. T'as vu les bons qu'ils font? Ah, ils ont qu'une envie, c'est d'y aller là. Hein? Ouais, on y va? C'est le temps de partir là. Ok. Tu t'assois sur la petite caisse. Ouais, tu m'expliques? Regarde ici, regarde. Il y a le crochet ici, il faut que tu fasses attention. Ça, c'est l'encre pour s'arrêter au cas où? Ouais, donc c'est un peu comme les pétroliers, une fois que c'est lancé, ça s'arrête plus. Exact, ouais. Et la prière, on la fait maintenant ou plus tard? C'est mieux tout de suite. Là, dès qu'ils se mettent à tracter, on les entend plus. Hein. Ah non, c'est le silence. Ouais. C'est que le bruit du traîneau sur la neige. Dis donc, l'air est vif, hein, il fait combien là? Bon, il fait à peu près moins 10, moins 15. Ah oui. C'est-à-dire qu'il fait bon, quoi. Ouais. Parce que là, c'est la fin de la saison, mais en plein hiver, ça peut descendre jusqu'à combien? Ouais, ça peut descendre à moins 25, moins 30 des journées. Mais c'est surtout la nuit qui fait froid. Dans le jour, on est bien. Et comment tu t'établis ton autorité par rapport aux chiens? Parce que, bon, le vrai patron de la meute, c'est toi. Ouais. Bon, il n'y a plus... si tu veux, anciennement, c'était le foie, les Esquimaux, les Inuits et tout ça, c'était un peu le truc. Mais maintenant, on prend ceux qui veulent y aller puis ceux qui aiment ça. Ah, ceux qui veulent jouer avec toi, en fin de compte. Ah, ouais. Et il tire jusqu'à quel âge? Jusqu'à une dizaine d'années, à peu près. On va à quelle vitesse, là? Bon, on se déplace à peu près à 10 km/h, à peu près. Et le plus vite que le traîneau peut aller, c'est combien? Entre 20-22 km. C'est jamais, je sais pas, tu tombes du traîneau, qu'est-ce qui se passe? Ils se barrent. Ils t'attendent pas? Non, ils s'en vont. Même ton préféré, il t'attend pas? Même mon préféré. Le seul truc, par contre, l'angle peut se foutre par terre et arrêter les chiens, mais ça peut prendre 1 ou 2 ou 3 km.
Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? T'as vraiment le sentiment d'être con. Ça t'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Et ça arrive à tous les mochons. Bah oui, j'imagine. Ouais, ouais. Et à chaque fois, tu les retrouves. Ah ouais, à chaque fois, tu les Tu les retrouves. engueules? Non. Il y a un rapport vraiment entre eux et... Ouais, ils sont joueurs. Ouais, ouais. C'est un jeu, si tu veux, et tu fais partie. Quand tu es derrière, on a 9 chiens devant et on est tous les deux ici. On peut dire qu'on est... On est des clébards. Ouais, on peut dire qu'on fait partie du truc. Tu sais. Ça me plaît bien. Soudain, la tempête fait rage. Ce n'est plus tout à fait l'hiver, mais pas encore le printemps. L'époque où les changements climatiques restent imprévisibles. Le blizzard est au rendez-vous, glacial. Il dresse devant nous un écran de flocons. La visibilité devient quasiment nulle. Les motoneiges patinent et s'enfoncent dans l'épaisse poudreuse. Et c'est Choumi qui sortira de la route, une fois n'est pas coutume. Eh ouais. Bravo Alexandre, tu t'en es tiré. Alors mon Choumi? Eh oui. Et je crois qu'on est sorti légèrement de la piste. Hein. Ouais, ça arrive au meilleur, hein. Là, on a de la chance parce que les patins sont pas enlisés. On lève un coup. 1, 2, 3. Ok. Bah, Alexandre, si tu peux me tirer le patin légèrement sur la gauche, comme ça, on devrait pouvoir. Pas trop quand même. Ok. Attention à vous. On est où là sur la carte? Bon, vois-tu, ce matin, on est parti d'ici. On a suivi le tracé qu'il y a là. Puis présentement, on est sur le dessus ici. Là, tu vois, c'est indiqué. On est en plein sur le dessus là. Ouais, et c'est quelle altitude là? Si on regarde la GPS, vois-tu, ça donne 1070 mètres d'altitude. Ah ouais, quand même. Ouais. On est à 1 km d'altitude. Et la piste va être dégagée, tu crois? Oui, elle a été resurfacée hier, mais comme tu vois, avec la poudreuse qui tombe, on va avoir un petit fond de poudreuse. Ouais, c'est des conditions idéales, ça. Et oui, ça va être le fun. Bon, allez, on y va. Brève accalmie, timide éclaircie, la piste est redevenue praticable. C'est le moment de rattraper le temps perdu. Nos petits bolides peuvent maintenant foncer à leur vitesse de pointe. Direction Manoan, l'une des 40 réserves indiennes du Québec. Arrivés de Mongolie il y a 8000 ans, les Amérindiens ont joué un rôle crucial pour aider les pionniers à s'installer au XVIe siècle. Ils leur ont appris à affronter la rigueur du pays en leur enseignant leurs recettes médicinales, mais aussi leurs techniques de transport, comme le canoë ou la pirogue. Le camp est assez retiré, difficile de ne pas se perdre dans ces infinis couloirs de poudreuse. Pour ne pas courir le risque, nous allons demander conseil au patron de ce dépanneur. C'est ainsi qu'on appelle ici ces sortes d'épiceries, pharmacies, tabac, où on trouve de tout. Un type de commerce typiquement québécois. Et pourquoi on s'arrête là? Je préfère demander notre chemin là, parce que t'as vu les conditions là, avec toute la neige. Je ne pas qu'on s'embourbe dans la forêt. Là. Bon, Marc, On va bien trouver quelqu'un qui va nous indiquer. On pourra se réchauffer un peu. Salut. Bonjour, ça va? Ça va bien, oui. On aurait besoin d'un petit renseignement. Oui, On cherche le camp de Fernand Nicoué. oui, Fernand Nicoué. Le camp de Fernand Nicoué se trouve à 6 km en sortant du village. Mais tu sors par le maître chemin? Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, 6 km, À 6 km, il y a un petit chemin qui va sur à gauche ou à droite? à gauche. À gauche. Ouais. Petit chemin. Un petit chemin, oui. D'accord. Sans- On le voit bien? Trouve, il y a un camp. Oui, on le voit bien. Bon. le camp. Bon. Ça devrait aller. Ouais.
Merci beaucoup. Bien. Je pense que le mieux, ce serait que tu partes tout seul. Ouais. Je te rejoindrai là-bas, parce qu'avec la tempête, je préférais m'occuper un peu du ravitaillement. Bon, d'accord, ok. Bah, Pas de problème. Ouais, bon, je T'es pense que je prudent vais trouver. Ouais, ouais. Hein? Ouais, de toute façon, Je hein. compte sur toi, te retrouver. Je voudrais pas finir seul. Non, t'appelles les secours. Ciao. La neige est de retour et la concentration maximale pour ne pas rater ce fameux petit chemin à gauche. Manoan signifie en amérindien le village où on trouve des œufs. Le camp est occupé par les Atikamekw, l'une des 10 nations amérindiennes du Québec. En 4 siècles, plus de 90% de la population a disparu. Les épidémies importées par les pionniers ont considérablement décimé les communautés. On recense environ 50 000 Amérindiens aujourd'hui au Québec. Au fil du temps, les relations entre Indiens et Européens se sont tendues. Et ce n'est que dans les années 50 que les autorités ont restitué Manoan aux Atikamekw après avoir pillé les forêts du camp pour produire du papier. Fernand, l'un des sages de la tribu, se charge aujourd'hui, entre autres, du reboisement du site. Bonjour Fernand. Ce chant, un rapport à quoi? C'est pour remercier le Créateur, pour remercier toutes les choses qu'il nous donne. Là. Oui, c'est l'endroit, un des endroits où vous pratiquez les cérémonies. Et comment ça s'appelle? Là, on appelle ça au Dingam. C'est un abri traditionnel. On a eu des abris comme ça autrefois. Puis ça, c'est rond. Et ça signifie quelque chose de particulier, le cercle? Ben oui, il y a de l'enseignement. Quand on est assis en cercle, là, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tout le monde est égal. Si les gens se mettaient à réfléchir là-dessus, ils trouveraient beaucoup d'enseignements là-dessus. Vous êtes nombreux ici, la nation Atikamekw ici, là? On est à peu près 1800. 1800. 1800, mais d'autres communautés sont à peu près la même chose. Il y en a 3 communautés. Atikamekw? Oui. La communauté de Manoan vit essentiellement des aides versées depuis 1975 par le gouvernement, mais aussi de son artisanat traditionnel, vannerie, fabrication de raquettes, de vestes à franges ou de canoës. Aujourd'hui, à l'image de Fernand, la plupart des Amérindiens se sont sédentarisés. Alors que les Inuits naviguaient en kayak, les Amérindiens privilégiaient le canoë en écorce de bouleau. Fernand a justement décidé de perpétuer cette tradition en apprenant à les fabriquer à la manière de ses ancêtres. Ça, ça fait partie des choses que tu fabriques toi-même? Je l'ai faite complètement traditionnelle, il n'y a pas de clous ici. Là. Mais justement, comment tu as appris à faire? Parce que tu utilises les méthodes comme il y a très longtemps. Oui. Et où est-ce que tu as appris ces techniques pour fabriquer ces canoës? Il y a mon beau-frère qui m'a donné des conseils. Lui, il a déjà travaillé avec son grand-père. Il en faisait quand il était plus jeune. Et quels sont les matériaux que tu utilises pour faire ces canoës? C'est de l'écorce de bouleau, puis il y a du cèdre, puis il y a des racines d'épinette. Puis il va y avoir la gomme aussi, la gomme d'épinette pour l'étanchéité. Ah oui. Combien de temps pour faire un canot comme celui-ci? Ça nous a pris à peu près 1 mois et demi, peut-être plus. Là. Et vous vous retrouvez parfois à plusieurs pour aller faire des balades en canoë? Oui, surtout moi... Avec ma petite famille, là, on fait souvent une expédition pour aller à l'autre communauté. Ça prend plusieurs jours? Oui, ça prend. Tu prends ton temps. Là. Ah ouais? Après cet après-midi passé dans la chaleur du foyer de Fernand, il est temps de retourner affronter la tempête. La route d'Anticosti est encore longue. Mauvaise surprise! La nuit tombe vite à cette époque de l'année, il va falloir trouver un endroit où dormir. Heureusement, Choumi connaît un refuge le long des pistes.
Brusquement, au milieu de nulle part, surgit cette cabane de bois et de tôle. Une halte relais pour motoneigistes comme il en existe des centaines. Dans les années 40, les bûcherons et les trappeurs entreposaient dans ce genre de cabane leurs provisions pour l'hiver. Bon, on est où là, Michel? Bah, tu vois, on est dans la réserve Saint-Maurice, au milieu, là. Et c'est ça la motoneige, c'est les imprévus. Et la chance, c'est de trouver des camps, de savoir où ils sont. En tout cas, ce qui est bien dans ce pays, c'est que quand on tombe en panne ou que les conditions météo empêchent d'aller plus loin, on trouve toujours un abri. Il y a toujours de l'entrée d'enfant. Ça, c'est bien. Ça dit, attends, là, ça tombe bien que la porte était ouverte, mais quand elle est fermée, comment tu fais? Ben, tu peux toujours forcer la porte. Si tu arrives dans un chalet, tu es mal pris, tu peux ouvrir la porte de force. Puis en autant que tu laisses une note, numéro de téléphone pour pouvoir payer les frais après. Fait que tu peux toujours rentrer, forcer la porte, un petit coup dans la porte. Ah bon? Tu rentres à l'intérieur, pas de problème. Ah ouais. Ça, c'est drôlement bien. En tout cas, pour ce soir, ça nous a bien arrangé. Hein. Et pour demain, alors, il reste combien de kilomètres à faire? 80 km là. Mais d'après ce qu'André a appris au lac du Repos. Les gars au lac du Repos m'ont dit que demain, ils prévoyaient du beau temps, fait qu'on n'aura pas de problème à circuler. Ah bon? Ouais. Donc, ah bah ça, c'est... Et puis le surfaceur va peut-être passer quand même? Ça, c'est Inch'Allah. Un jour, ça passe ou ça passe pas. Le Saint-Laurent n'est plus très loin. Il nous reste environ 80 km à faire pour le rejoindre à l'embouchure du Saguenay, du côté du village de Tadoussac. Il y a là-bas, paraît-il, un fjord extraordinaire. Un paysage impressionnant. Un fjord de plus de 100 km de long. Mission accomplie pour Choumi qui m'a amené jusqu'à la fin de la première partie du voyage sans ménager nos efforts. La région fut découverte en 1536 par Jacques Cartier lors de son second voyage. Longtemps, elle est restée propriété réservée des rois de France tout d'abord, puis d'Angleterre ensuite. L'expression « royaume de Saguenay » qui date de l'époque est toujours en usage aujourd'hui. François, qui a la chance d'habiter là, m'en dit plus sur cette splendeur de la nature. Voilà, c'est magnifique, c'est du... C'est ce qu'on appelle le fjord du Saguenay. Et donc, fjord qui a été creusé par le retrait des glaciers et qui a, comme ça, en se retirant à la fonte des glaciers, a creusé de grandes profondeurs à travers les rochers. Quelle profondeur, là? Jusqu'à de 3 à 400 mètres. Et là, elle est en train de se dégeler, là, non? Oui, oui, parce que l'hiver, ça gèle ici carrément et à toutes les semaines ou 2 semaines, dépendant de la température, le brise-glace remonte pour casser les glaces. Et c'est pour ça que ce matin, compte tenu qu'il y a un peu de vent, le brise-glace a monté et les glaces redescendent avec elles descendent vite. Avec le courant. Et elles fondent en cours de route. Oui. La particularité aussi, c'est que cette rivière-là est une rivière d'eau douce, la rivière Saguenay. Mais c'est une rencontre des eaux, puisque la marée, il y a la marée du fleuve Saint-Laurent qui remonte dans ce fjord-là et qui crée donc un courant très vif. Quand la marée baisse, le courant il sort très, très fort dans la... D'accord. Et quand la marée monte, il y a de l'eau salée qui monte avec? Alors. Voilà, ça monte sur 60 km. Ce qui fait, c'est la rencontre d'une eau salée avec une eau douce. Et ça fait que l'eau est assez particulière. Il y a beaucoup de richesses en plancton. Tout ça. Et alors, tu as des poissons de mer qui remontent également sur la rivière Saguenay? La morue, le sébaste, la truite de mer, le saumon remonte dans cette rivière-là aussi, le saumon de l'Atlantique. Les belugas, la baleine blanche, qu'on sait qui est en voie d'extinction, qui est très protégée au Canada, remontent dans cette rivière-là. En mai, ils viennent avoir les bébés ici dans la baie Sainte-Marguerite. C'est magnifique. Nous survolons ici le petit village perché de Tadoussac, à l'embouchure du fjord de Saguenay. Tadoussac, en amérindien, signifie mamelon ou petite butte. Situé au sommet d'une colline, Tadoussac offre à son petit millier d'habitants une vue imprenable sur le fjord et sur le Saint-Laurent.
Ici, le Grand Hôtel de Tadoussac, fondé en 1864 pour répondre à l'afflux de visiteurs venus profiter de cette vue extraordinaire sur les blocs de glace déposés par la marée. L'emplacement stratégique de Tadoussac, juste à l'embouchure du Saguenay, lui valut d'accueillir le premier poste de traite des fourrures créé dès 1600 par Henri IV. C'était 8 ans avant même la fondation de la ville de Québec. La région est aussi réputée pour ses baleines. Tout au long de la côte nord, elles prolifèrent dès la fin de l'hiver. Alain Dumais, qui organise des excursions en kayak, réalise là sa première sortie de la saison. Les eaux du Saint-Laurent accueillent des baleines à dents telles que les belugas, les cachalots ou les épaulards, mais aussi des rorquals dont le plus gros spécimen peut peser 130 tonnes. Donc ça file sur l'eau, c'est formidable. Ah, ça glisse très bien. Hein. Ah ouais. L'autre rive est à quelle distance à peu près? 20 km à peu près. Ah oui? Oui. On a une vue très très dégagée là. Hein? Oui, oui, oui. On voit vraiment le granit aussi, hein? C'est le granit du granit rouge bouclier canadien. Hein? Ce sont dans les plus vieilles roches du monde. Hein? Le bouclier canadien, c'est un très, très vieux système de roches, très dur. Ça va bien? Ah ouais. OK, on tourne vers la gauche. Je continue à pagayer des Oui, on continue à pagayer normalement, ça va bien. OK. C'est une belle sortie cette fois. Mais comment expliques-tu que les baleines viennent jusqu'ici alors qu'on est à plus de 1000 km de l'océan Atlantique? Oui, c'est vrai que c'est un site unique au monde. C'est un chenal qui a environ 1200 km, qui débute de l'Atlantique et se termine justement ici. Sur la planète, il y a des grands courants océaniques, des courants d'eau froide et des courants d'eau chaude. Les courants d'eau froide partent des pôles et tranquillement se dirigent vers l'équateur en profondeur, l'eau froide plus pesante. Un des bras de ce courant-là, qu'on appelle le courant du Labrador, pénètre à l'intérieur du Saint-Laurent, suit le golfe, jusqu'ici, ce qui apporte de l'eau très froide, très oxygénée, et ce qui fait que les baleines y trouvent leur nourriture. C'est pour ça qu'elles viennent ici. Et c'est en quelle période est-ce qu'on peut le mieux observer les baleines? Normalement, les premières baleines, on observe vers le mois d'avril et ça peut aller facilement jusqu'en octobre-novembre. Occasionnellement, on peut voir des animaux, occasionnellement, jusqu'en janvier. Mais souvent, ils ont quitté avec l'arrivée des glaces aussi. Yes! Il est temps de quitter Tadoussac. Mon objectif final, atteindre Anticosti, me pousse à poursuivre le long des rives du Saint-Laurent, mais par la route, désormais. Direction Havre-Saint-Pierre, à 800 km d'ici. Dernière étape avant la mystérieuse île d'Anticosti. Fondée en 1857 par 6 familles de pêcheurs acadiens, Havre-Saint-Pierre, jusqu'alors peuplée d'Inuits, est aujourd'hui le plus important port de pêche de la région. Des cargos font sans cesse le va-et-vient, notamment pour transporter du minerai d'ilménite, un mélange d'oxyde de fer et de titane. Des activités qui n'empêchent pas Havre-Saint-Pierre de conserver son caractère pittoresque. C'est aussi grâce à sa position stratégique que le port du Havre-Saint-Pierre voit naviguer autant d'embarcations.
À l'embouchure du Saint-Laurent, il fait figure de passage obligé pour qui veut se rendre à Québec ou à Montréal par voie fluviale. Étant donné la richesse de la faune et de la flore dans la région, le centre de contrôle du trafic maritime se doit d'être ici particulièrement vigilant. Le navire devrait être à 5 alpha vers 17,50. Situation générale et prévisions maritimes émises à 1530, heure normale de l'Est, le samedi 27 mars. Vent du sud-ouest de 15 à 25 nœuds, diminuant à près de 10 ce soir. François, en quoi consiste le travail de l'équipe ici? Ici, notre premier mandat, c'est la protection de l'environnement et puis la sécurité de la navigation, autant commerciale que plaisancier. Ça se traduit comment pour la sécurité de l'environnement? On fait un suivi au niveau de leurs conditions mécaniques comme telles, avec une série de questions. Et puis, au niveau de certification, que les certificats soient à jour pour être sûr que les navires ont été inspectés et sont conformes à la réglementation. Et ensuite, au niveau des cargaisons, un suivi sur les matières dangereuses. Combien de bateaux, en moyenne, passent ici par jour? C'est très variable. Je vous dirais qu'en période de pointe, une journée d'été, on peut avoir pour un secteur en particulier, jusqu'à 350 à 400 appels de navires. Vous avez en fait le travail un petit peu similaire d'une tour de contrôle dans un aéroport. Exactement, oui. Avec ni plus ni moins que les mêmes mandats au niveau de la sécurité. Et puis, on a instauré un système de gestion de trafic où les navires ont des comptes rendus à nous donner à différents points. Et puis, des routes qui sont, elles, recommandées pour donner un trafic plus uniforme et plus prévisible. Et puis, en informant les navires des différentes particularités qu'ils peuvent rencontrer là, au niveau autant du trafic que des obstacles à navigation. Et justement, donc les gros bateaux ici ne peuvent pas rentrer tout seuls. C'est un pilote qui doit venir à bord pour les guider. En s'en allant en amont, vers Québec et Montréal, les navires doivent avoir un pilote à bord. Pour ce qui est des navires qui sont en descendant, qui se dirigent vers la mer ou vers l'est, eux n'ont pas de pilote. Alors ici, c'est une zone d'embarquement et de débarquement de pilotes. Yvan, c'est vous le pilote, le prochain pilote pour le bateau qui arrive, là? C'est bien ça. C'est quoi comme bateau qui arrive? C'est un petit cargo qui va remonter le Saint-Laurent. Et pourquoi il y a besoin de pilotes pour... Eh bien, c'est que le Saint-Laurent a beaucoup de au fond, beaucoup de courant. Alors, nous, on est formés pour certains obstacles à contourner. Puis, ensuite, à partir d'ici, il y a quand même des au fond, des endroits où c'est quand même dangereux. Alors, nous, on est formés pour piloter le navire d'ici, aller jusqu'à Québec. Quelles sont les pires conditions que vous ayez connues pour faire votre métier? Eh bien, les pires conditions, c'est l'hiver dans la glace. Ouais. Naturellement, nous sommes l'hiver 2 pilotes pour faire le travail, parce qu'on peut rester prisonnier des glaces. Alors, c'est pour une raison. Puis aussi, il y a beaucoup de dangers parce qu'il y a souvent de la fumée de mer l'hiver. Alors, on navigue simplement au radar. Le trafic reste intense, et dans les deux sens. La plupart des cargos au départ du Québec permettent d'exporter du bois, du papier journal, mais aussi des moteurs et des pièces d'avion. Parmi les principales importations, on retrouve le pétrole brut ou les voitures. Au total, 60% de ces échanges commerciaux se font avec les États-Unis. Après avoir navigué, nous allons maintenant voler. Dernier appel pour l'embarquement immédiat à l'aérodrome du Havre-Saint-Pierre. Ce petit détour dans les airs est l'occasion de survoler le somptueux archipel de Mingan. Sur plus de 85 km, ce parc national recouvre une quarantaine d'îles et d'îlots sablonneux. Le site offre la plus importante concentration de monolithes d'érosion du monde. Ces monolithes ressemblent à des sculptures géantes de calcaire stratifié et qui auraient été comme modelées par la mer au fil du temps. Lors de son second voyage, Jacques Cartier trouva abri sur l'une de ces îles. C'était le 10 août 1535, le jour de la Saint-Laurent. C'est de cet événement que le fleuve tirera son nom. Comparable en superficie à la Corse et longue de 222 km, l'île d'Anticosti s'étend sur près de 8000 km² en plein cœur du golfe du Saint-Laurent.
L'île d'Anticosti fut découverte en 1534 dès le premier voyage de Jacques Cartier. Il débarqua en compagnie d'une douzaine d'hommes d'équipage sur la pointe ouest de l'île qu'il nomma Cap de Rabat. Anticosti est réputée pour avoir été le théâtre d'un grand nombre de naufrages. Elle est même surnommée le cimetière du Golfe. Depuis le XVIe siècle, en effet, pas moins de 400 navires se seraient brisés sur ses côtes. En 1680, Louis XIV cède la seigneurie de l'île à l'explorateur québécois Louis Joliet qui en profitera pour construire un fort ainsi qu'un centre de traite des fourrures. Mais ce n'est qu'en 1895 qu'Anticosti connaît vraiment son heure de gloire. Lorsqu'un industriel français, Henri Meunier, après avoir fait fortune dans le chocolat, décide d'acheter l'île. Son rêve est alors de fonder ce qu'il considère être une micro-société idéale. Il fait construire des maisons ainsi qu'une immense villa baptisée le Château Meunier. Amoureux de la chasse, il n'hésite pas non plus à repeupler l'île à sa façon, en important des cerfs de Virginie, mais aussi des castors et des renards roux. Et ce n'est qu'en 1974 que l'île est rachetée par le Québec. Aujourd'hui, à l'image de François, ces 340 habitants, tous regroupés à Port-Meunier, le seul village habité d'Anticosti, évoquent avec nostalgie l'époque du baron Cacao. C'est tout ce qui reste de la Villa Meunier? Dans le fond, c'est la reconstitution de la petite tour d'observation qu'il y avait en façade du Château Meunier. Là-dedans, il y avait une espèce de télescope pour pouvoir voir là, les bateaux arriver à l'entrée de la baie et voir les marchandises, là, les bateaux de marchandises qui arrivaient. C'est dingue quand même que ce soit tout ce qui reste de cet immense château. Oui, le château a été brûlé là, en 1953. Semble-t-il, il était vieillot, il y avait toutes sortes d'intérêts là-dedans. Qu'est-ce qui lui a pris de venir s'installer ici, à Anticosti? Bon, semble-t-il, de ce qu'on a de l'histoire d'Henri Meunier, c'est un grand rêveur. Il rêvait d'avoir une terre à lui pour pouvoir développer la faune, bâtir une société comme lui l'entendait. Donc, il a introduit différents animaux à l'île, que ce soit les orignaux, les chevreuils, qui sont sa plus grande réussite. Il y en aurait 120 à 125 000 aujourd'hui dans l'île. Et au départ, il en avait introduit combien? On parle d'entre 125 et 200 individus au départ. Fois 1000. Ouais. Et à l'époque, Henri Meunier à Anticosti reste un bon souvenir pour les habitants de l'île? Oui, pour les gens du village qui ont connu l'époque Meunier, ça a été une époque autoritaire, j'oserais dire, mais ils s'occupaient de tout, les gens manquaient de rien à l'île. Et il y avait des projets d'envergure pour l'avenir, donc ça motivait les gens. C'est un régime, dans le fond, qui a plu au monde, j'oserais dire. Aujourd'hui, Anticosti est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on a une petite population, une exploitation forestière, la chasse aux chevreuils. Depuis quelques années, les touristes d'été qui peuvent venir voir, dans le fond, le paradis que Meunier a créé. Comment est-ce que tu expliques, François, je sais pas, cette sensation étrange qu'on a quand on arrive sur cette île? C'est vrai que c'est une île particulière parce que les gens vivent dans un milieu fermé. J'ai entendu parler du fantôme d'un gardien de phare. On parle du phare là, de Pointe-Sud-Ouest. Il y avait la famille Pau qui était là. Et il y a plein d'histoires qui planent au sujet qui seraient encore là, qui sont enterrés près du phare, qui auraient des apparitions. Tu y es allé, toi? Je suis allé. J'ai malheureusement pas pu rencontrer la famille Pau. Mais bon, ça plane toujours. Il y a des gens qui nous remettent de temps en temps l'histoire que, bon, il y a des lueurs, etc. Il y a eu pas mal de naufrages aussi autour de l'île. Oui, on dit quelques centaines de naufrages alentour de l'île. On laissé planer toutes sortes d'histoires. Un bateau qui s'est échoué tard en saison de navigation. Là, les gens sont venus à terre. Et puis, durant la saison d'hiver, ils ont manqué de nourriture. Donc, le plus gros de la gang a mangé le reste de l'équipage pour survivre. Donc, il y a plein de choses comme ça qui entretiennent le mythe d'Anticosti. Milieu particulier, paradis, dépendamment de comment on le voit. Pour moi, c'est vraiment un beau milieu de vie, sinon le plus beau milieu de vie.
Image étonnante d'un petit Éden insulaire, où les cerfs sont 400 fois plus nombreux que les hommes. Fidèle à l'esprit, mais aussi au rêve d'Henri Meunier, l'île s'en est naturellement retournée à sa vocation initiale. Anticosti n'est plus aujourd'hui qu'une immense réserve de chasse et de pêche. Une sorte de paradis pour amoureux de la nature, aventuriers épris de solitude, d'air pur, de forêts millénaires et de rivières à saumon grondant au fond des canyons. Tout ça dans le plus pur respect des traditions instaurées jadis par les pionniers et toujours omniprésentes au Québec.